bilan, donc, je vous conseille de regarder dans le livre et regarder le notebook. Ce que j'essaie de faire dans le notebook du Peter, c'est de suivre ligne par ligne ce qui est fait dans le développement du livre. Okay? Donc, j'en fais trop dans les sections 2.2, 2.3, 2.4. Après ça, maintenant, on va en faire un petit peu moins. Mais là, je fais chaque détail des poses de limite, des poses de bilan, tout ça. On ne les fera pas toujours, si on fait ça à la main, on ne passe pas toujours par toutes ces étapes-là quand on commence à comprendre la mécanique du bilan. Mais regardez bien ce qui est fait dans le livre et suivez en parallèle avec le notebook. J'ai essayé de faire presque ligne par ligne ce qui est fait dans le livre. Dans la section 2.2, il y a une toute petite différence que je fais, c'est que je n'intègre pas l'équation différentielle dès le début, moi. Okay? Dans le livre, il dit j'obtiens une première équation différentielle, je l'intègre, j'obtiens une première constante, j'obtiens le taux d'isolement. Moi, je ne fais pas ça. Je vais chercher tout de suite dans la première équation différentielle, je mets la loi de Newton. Après ça, je résout mon équation différentielle du deuxième ordre, puisque Python me permet de le faire de façon extrêmement facile. Okay? Donc, il y a une toute petite nuance, mais si vous êtes à l'aise avec ces deux-là, ça devrait bien aller. La section 2.3, c'est l'écoulement classique dans toutes les conduites de la mécanique des fluides, c'est une conduite circulaire. Okay? C'est une conduite circulaire, on a tranché dans le livre, on a tranché dans mon dessin, il est vraiment horrible, là. Mais on a une conduite que l'on tranche en moitié, on a un écoulement qui se fait vers le bas, et on a posé donc ici la direction Z vers le bas, et on a dit qu'ici, en haut, c'est Z est égal à 0, et en bas, c'est Z est égal à F. D'accord? L'élément de volume que l'on va choisir là-dedans, vu que c'est circulaire, okay, il n'y a plus 3 dimensions comme on avait tantôt. On va dire comme ça, il n'y a pas 3 dimensions. En fait, c'est qu'il y a une dimension qui se referme sur elle-même, c'est on appelle un écoulement axisymétrique ou asymétrie axiale. Donc, ça devient simplement R et Z, les deux coordonnées. Parce que la direction θ, on considère que c'est symétrique. Il n'y a pas de variation dans la direction θ. Donc, effectivement, c'est 3D, R, θ et Z en coordonnées polaires. Mais la direction θ, on ne s'en occupe pas parce qu'on considère qu'il n'y a pas de variation dans cette direction. Okay? Donc, notre élément de volume devient à ce moment-là un élément de volume un peu simplifié par rapport à ce qu'on avait tantôt. C'est un quasi 2 dimensions. Et l'élément de volume, ça va être quoi? Ça, ici, ça va être le centre. Okay? On part toujours du centre, évidemment. S'il y a une symétrie axiale, le centre, c'est R est égal à 0. Donc, ça, c'est Z. Et ça va être la coordonnée R, petit r. Le R minuscule est toujours réservé en mathématiques pour les coordonnées, pour les variables, et les majuscules pour les constants. Okay? Donc, ici, on va avoir à la paroi la valeur, ici, là, grand R. Okay? Le grand R va être le rayon de la conduite. Petit r, c'est la position entre 0 et grand R. D'accord? Comme tantôt, notre bilan se fait entre 0 et grand R, à l'intérieur de ce domaine-là. Et la quantité de mouvement dans une conduite, c'est dans la direction Z. Et ça change dans la direction R. Donc, on va avoir phi RZ. Et phi RZ va intervenir. Et non pas, quand on avait phi xz, là on a phi RZ. Okay? La quantité de mouvement dans la direction Z, autrement dit, est transportée dans la direction radiale. Et l'effort qui s'exerce quand on pousse le fluide par la pression, dans la conduite, on a une différence de pression, on le pousse dedans, ben, la force que l'on a exercée sur le fluide se transmet aux parois du centre vers l'extérieur. C'est ça le flux phi RZ. OK? Donc, ici, ça c'est la géométrie. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais dessiner, donc, je vais essayer de dessiner mon élément de volume sans que ce soit trop mauvais. Donc, mon élément de volume, il va ressembler à ça. OK? Donc, ça c'est
R est égal à 0. Ça va être R. Et ça va être R plus delta R. Okay? Et donc là, je le vois de haut. Je le vois du haut, c'est ça. Et de face, évidemment, ça va ressembler à ça. Okay? Donc, on va avoir ici, ça va entrer là-dedans. Dessiner en 3D, là, je suis pour. OK, donc maintenant, on va aller faire notre bilan. Si vous avez votre livre, c'est bon. Donc, on a notre petite surface ici. OK? Et là, elle est tranchée en deux pour voir un peu de quoi ça a l'air et de voir la longueur. Donc, ici, en z égale à 0, j'ai le flux, le flux phi que j'avais tantôt, mais phi de quelle allure? Ça va être phi zz. Hein? Parce qu'il apparaît, il est poussé dans cette direction-là. Donc, mon premier, je vais enlever ça, je pense qu'on va s'en sortir juste avec ça. Donc, mon premier terme ici, ça va être phi zz, qui va être multiplié par la surface de mon élément. La surface dans cette direction-là, c'est quoi? C'est delta R. Okay? Multiplié par tout le tour. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Vous devriez me dire c'est pi R plus delta R au carré moins pi R carré. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais dans un bilan différentiel, il va y avoir des R carrés et j'aime pas ça. Okay? Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que cet élément de volume-là qui fait tout le tour, je vais l'approximer par ceci. 2 pi R delta R. En fait, pourquoi? Parce que je prends ma petite coquille ici. Ma petite coquille elle a quelle longueur? Je la coupe là, puis je l'étends. Okay? Elle va ressembler à ça. Sa longueur, quand je l'ai coupée et je l'ai ouvert, là, sa longueur, c'est 2 pi R. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Je l'ai coupée là, puis je l'ai ouvert comme ça. Son épaisseur, c'est delta R. Le delta triangle. Et faites attention, ce delta-là, c'est lui qui va devenir le dr. Okay? C'est le delta qui n'est pas différentiel, mais qui va devenir dans ça. Vous voyez, cette petite strip que j'ai découpée là, prenez une feuille là, puis vous la découpez comme ça. Quelque chose qui est en rond, vous le découpez. C'est une assez bonne approximation de la surface. Hein? En plus, mon delta R va tendre vers 0. Donc, j'ai une petite erreur, vous avez raison. J'ai une petite erreur ici sur les bouts. Parce que ce n'est pas tout à fait droit. Hein? Quand j'ai pris quelque chose qui était rond comme ça, que je l'ai coupé, je l'ai ouvert, ben, c'est pas exactement rond les bouts. Cette erreur-là, justement, elle est d'ordre delta R carré. Cette petite erreur-là, là, ça, c'est une erreur de l'ordre de delta R carré. Ben, quand je fais tendre delta R vers 0, ben, mon delta R carré, ça tend pas mal plus vite vers 0, donc effectivement, cette erreur-là est négligeable. Et ce qui fait que mon bilan est beaucoup plus facile à faire avec ça. OK? C'est la raison pour laquelle on va utiliser ça. Donc, phi zz multiplié par 2 pi R delta R, évalué en z qui est égal à 0. L'entrée en haut. Okay? Ça, c'est la surface, ça marche. Moins phi zz en z est égal à L. L, c'est en bas de la conduite, de conduite que j'ai choisi. Multiplié par 2 pi R, c'est la même surface. Delta R. D'accord? C'est la même surface. Donc ça, c'est ce qui entre ici, moins ce qui sort là. Vous voyez déjà venir le résultat, vous savez que ça va être la même chose que ça. Hein? Vous savez, vous l'avez vu tantôt, je compris ça, je vous ai vu ça. Okay. Plus, maintenant, il y a deux autres faces à mon élément de volume. Vous voyez, mon élément de volume, là, c'est ça. Okay? C'est une petite coquille cylindrique comme ça.
Donc, là, j'ai ce qui entre ici par l'épaisseur en haut, ce qui sort à l'autre bout. Mais mon élément de volume, il y a des faces comme ça. Donc, ça, il va y avoir ce qui rentre en R et ce qui sort en R plus delta R. OK? Donc, plus ici, phi, mais là, ça va être RZ, évalué en R. Toujours dans la direction positive de l'axe. Hein? Multiplié par quoi? La surface, c'est quoi? Là, la surface, c'est bien plus simple. La surface, c'est L, multiplié par 2pi R. Okay. D'accord? Êtes-vous d'accord avec ça? C'était moins, et ça, c'est évalué en R. Okay. Moins phi RZ en R plus delta R, multiplié par L fois 2pi R. Okay. Plus, maintenant, la gravité. Okay. La gravité, elle fait pouce de plus. Plus aussi, c'est une conduite. Je peux avoir de la pression, il y a de la gravité, mais il peut y avoir une pompe aussi qui pousse. Ah, ben là le P va intervenir ici. Hein? Il intervient là-dedans, donc je n'ai pas besoin de l'ajouter pour l'instant. La pression, elle intervient déjà là-dedans. Ça, c'est une surface. La pression, elle agit sur la surface. Donc, les flux ici, entrant dans les surfaces, couvrent cette partie-là. Et maintenant, il me reste le volume. Dans le volume, il y a une force de gravité. Donc, plus ρ, okay, la densité, V, non, V, ρ, multiplié par le volume. Donc, 2pi R delta R fois S, 2pi R delta R, ok, tout le volume, multiplié par G. OK, et G, là, j'ai décidé que c'était vers le bas Z, donc G est positif. OK? G pousse vers le bas. Donc, j'ai mis G positif. En fait, ici, G, c'est un vecteur, donc on peut aller voir, après ça, il est orienté dans quelle direction. En fait, je devrais écrire, pour être strict, G indice Z. C'est G dans la direction Z, parce que mon tuyau pourrait être incliné ici. Donc, ça, c'est la quantité de mouvement qui est générée dans l'élément de volume, et les deux autres, ça va les faire. Donc, la somme de tout ça doit être égale à 0 en méthode régime. En régime permanent, où le fluide n'est pas en train d'accélérer. D'accord. Comme tantôt, on va aller détailler chacun des termes. On va aller détailler ces termes-là. Okay. Donc, malheureusement, j'avais réussi à faire un dessin. Voilà. Donc, phi ZZ. Phi ZZ. Ça comprend quoi? Ça comprend rho VZ VZ. OK, il y a un rho VZ VZ qui est compris là-dedans. Plus taux ZZ plus P delta. Mais delta dans la direction ZZ qui vaut 1. Donc, effectivement, plus la pression. Donc, delta sur la diagonale, là, ça vaut 1. Donc, on a ces termes-là. Rho VZ VZ. Il y a une vitesse dans la direction Z, c'est certain. Mais vous êtes d'accord que sur le long du tube, en fonction de Z, donc en Z égale à 0 et en Z égale à L, rho VZ VZ, c'est le même terme. Par la même surface, donc ce terme-là va disparaître. OK? Taux ZZ, c'est quoi? On va voir dans l'annexe B, on nous dit que c'est moins 2 mu dVZ sur dZ. Mais là, je viens de dire que dZ, c'est la même chose en Z égale à 0 et en Z égale à L. Implicite, ça veut dire que la vitesse selon Z ne varie pas selon Z. OK? Donc, le deuxième terme aussi va disparaître. OK? Ça va bien? C'est pas toujours comme ça. Est-ce que vous avez suivi, moi? Ça commence à être long. Voilà, on va dire la fois, pas de
OK. Donc, maintenant, phi ZZ, c'est que P finalement. Il nous reste que P là-dedans. C'est bon? Donc, on va avoir ici P 0 moins P L. Donc, la différence de pression, les deux coups. Hein? Ça, c'est vertical. Le tube est vertical. Si je le mettais à l'horizontale, okay? Vous voyez bien que si j'exerce une pression ici, plus grande que la pression qui est là, je déplace le fluide de ce côté-là. Parce que la pression ici par la surface a une force. Donc la force là, plus grande que la force là, je déplace le fluide. Donc effectivement, P0 et PL sont les forces qui vont s'exercer sur les bouts pour déplacer. Ça ressemble un peu à Roger. Hein? C'est dur à discerner les deux. Donc ça, on a nos deux pressions. Okay? Maintenant, phi RZ. Phi RZ, lui, il faut le développer aussi. Phi RZ, c'est une déclaration. Rho, le premier terme, Rho, VZ, VR. OK? Ça se décompose comme ça. Rho, VR, VZ, si vous voulez. Donc, Rho, VR, VZ. Vous êtes d'accord que VR, il n'y en a pas? VR est égal à 0. L'écoulement se fait dans la direction de l'axe. Il faut percer le conduite. Ça ne va pas dans la direction R. Donc ça va être 0. Plus la pression fois delta. Fois delta. Le delta, attention, c'est le delta IJ, le delta chronical, qu'on a vu au chapitre 1. En fait, que vous avez vu au chapitre 1 si vous avez fouillé dans les 10 annexes. OK? Et comme je l'ai dit 10 fois depuis le début, c'est vrai, c'est égal à 1 sur la diagonale. Quand X, quand les deux indices sont les mêmes. Là, c'est RZ. Donc, P fois delta, ça donne P fois 0. Okay. Donc, l'autre terme après ça qui reste, et ça va être ça, parce que ça, je vais éliminer déjà. On va l'enlever. Moins, en fait, plus plutôt RZ. D'accord? Il ne reste que ce terme-là ici. D'accord? Alors, il ne reste que ce terme-là, puis dans l'autre sens. Ici, on a taux RZ. Taux RZ. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que dans l'autre exercice. On va diviser par quelque chose. On va diviser, c'est sûr, cette expression-là par delta R. Puis il y a les 2 pi qui arrivent partout. On va diviser par 2 pi, parce que ça ne sert à rien. Okay. Donc, on va éliminer ceci. On va diviser donc l'équation par 2 pi. Par delta R, c'est sûr, parce qu'il nous faut un delta R au dénominateur pour faire une expression différentielle. Et est-ce qu'on divise par R aussi? Oui. On pourrait diviser par R, mais je vous dis quel R? Est-ce qu'on divise par R ou par R plus delta R? Parce que ce R-là, non? Ici, en fait, c'est R plus delta R. Vous voyez, la coquille que je vous avais tantôt, là, la surface à l'intérieur, c'est 2 pi R. 2 pi R. La surface à l'extérieur, c'est 2 pi R plus delta R fois F. La surface n'est pas la même. Si je prends un paquet de feuilles là, que je l'ai mis comme ça, la surface intérieure n'est pas la même que la surface extérieure. Donc, effectivement, pour celui-là, ça ne changerait pas grand-chose. On peut prendre R au numéro ici, là, on peut prendre R ou R plus delta R, mais ici, il faut faire un choix. Donc, on ne fera pas de choix, on ne divisera pas par delta R. Si on ne sait pas lequel prendre, on ne divise pas par ça. Okay? Donc, on divise par 2 pi delta R. On peut diviser par L aussi parce qu'L, c'est le même part. Okay? 2 pi L delta R. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner P0 moins PL sur L. 2 pi R delta R fois R. Okay. Fois R, c'est ça? Les deux premiers termes, ça me donne ça.
divisé par 2 pi R. C'est P2 moins PL sur L fois R. Il reste le R en haut, il traîne encore. Plus taux RZ fois R, évalué en R, moins taux RZ fois R, évalué en R plus delta R, sur delta R. Vous voyez, j'ai mis R et delta R et taux RZ ensemble. C'est ce qui fait dans le livre aussi. Dans SimPy, il n'y aurait pas de problème, on n'aurait pas besoin de faire ça. Mais ici, on le fait parce qu'on le fait à la main. Donc, les deux premiers termes, ben, plus le dernier, plus divisé par, donc je vais avoir rho, 2 pi, G. Non, je n'ai pas de pi, rho G R. Est égal à 0. C'est correct avec ça? Je n'ai pas fait d'erreur de manipulation, non? OK, donc, cette expression-là, maintenant, là, je peux lui faire subir la limite, le test de limite. Je prends cette expression-là et je fais tendre de terre à 0. La première, je vais mettre ça en premier, ça va être plus classique. Donc, je vais me retrouver avec quoi? Je vais prendre la limite de ça. La limite de ça et de ça, quand delta tend vers 0, ça donne absolument rien, ça va rester le même. Celui-là, ça va changer. La limite de ça, lorsque delta vers 0, ce que je vous dis, c'est que ça donne d sur dr de quelque chose. D sur dr de cette fonction-là. Parce que ça, ici, j'aurais pu lui changer de nom. Hein. On se fait ça souvent, hein, on pourrait l'appeler taux, par exemple. Okay. Un taux comme ça. Je fais des lettres en grec, mais depuis, ça va prendre les magasins. Okay. On pourrait lui donner un nom. En fait, cette fonction, on pourrait l'appeler Q, là. Okay. Q, ça serait correct. Donc, j'appelle cette fonction-là Q. Okay. Et donc, en fait, ça va donner la dérivée de Q par rapport à R. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est une fonction de R, taux est une fonction de R, et R est évidemment une fonction de R. Le produit des deux est une autre fonction de R. Donc, cette expression-là est la dérivée de ce produit de fonction-là, qui est une autre fonction. Avec le signe moins. Avec le signe négatif, évidemment. OK? Donc, ceci, ça fait Q. Bon, je vais le laisser comme. Je vais laisser en parenthèse ces critères de R fois taux RZ avec un signe négatif. Donc, ça, c'est la limite de ça lorsque delta tend vers 0. Plus P0 moins PL sur L fois R plus rho GR est égal à 0. Une équation différentielle qui est exactement de même nature que ce que j'ai déjà rencontré tantôt. C'est une équation différentielle séparable. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, je l'ai laissé R3, mais ça pourrait être Q, hein, donc c'est une variable. Et donc, à ce moment-là, on peut la séparer et l'intégrer. Okay, donc, on peut aller écrire ici que taux R fois taux RZ va être égal à quoi? Ben, je multiplie par moins 1 des deux côtés. Et donc, ça va me donner ici, donc P0 moins PL sur L. Là, il y avait un R. Donc, R carré sur 2. Okay. Plus rho GR carré sur 2. Hein, avec le signe de multiplié par moins 1, donc je soustrais des deux côtés. Okay. Et donc, cette expression-là, c'est ça, la variable Q là, que j'ai mis, plutôt. Donc, ça, c'est l'intégrale de ça. Et puis à droite, ben, il manque une constante. C'est vrai, vous avez raison. Plus c'est 1. On va l'appeler C1. OK? Oui? Cool, divisé par 2. Un carré. Hein? R intégré sur une fois.
On va couper, on va éviter ça. Oui. Comment? Et j'ai pas divisé par R. Pourquoi? Parce que le R n'est pas le même à la surface intérieure et à la surface extérieure. Donc, par quel R on divise? Par R plus delta R ou par R? Dans le doute, je n'ai pas divisé par R. OK? Parce que R, dans la deuxième partie de ce terme-là, c'est R plus delta R. Donc, je ne peux pas diviser par ça. C'est l'effet de la courbure. C'est parce qu'on a des... Dans ce cas-là, on a des coordonnées curvilignes. C'est ça qui fait intervenir. OK, donc maintenant, j'ai ceci. Et vous voyez, donc, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, là, j'ai le taux RZ ici. Je vais diviser par R des deux côtés. Et je vais avoir ceci. Plus science sur R. OK, je divise par R des deux côtés. Là, j'ai le droit. Là, j'ai le droit. Hein? Oui, parce que là, ça a été intégré. Donc, une fois qu'on a intégré notre équation, une fois qu'on a une équation différentielle, à ce moment-là, on est n'importe où dans le domaine. Mais ça ici, là, c'est le résultat justement de la courbure. Le R qui apparaît devant, c'est l'effet qu'on n'a pas la même surface à l'intérieur dans le bilan qu'à l'extérieur. Mais, oui. Puisque c'est une multiplication de fonctions plutôt et fonction de R, j'aimerais pas plus par la déclencher. C'est ce que tu vas faire dans SimPy. Parce que SimPy, il ne le fait pas de cette façon-là. Ça, on le fait parce qu'on le fait de façon intuitive. On fait l'intégrale de façon intuitive. On se dit, ben, si on regarde ensemble, c'est facile à intégrer, ça devient séparable. Si tu fais ta multiplication en chaîne, elle est plus séparable sur une équation différentielle ordinaire avec un facteur intégrant hyper simple, mais quand même, il faut se passer par la technique du facteur intégrant. Mais ça, c'est beaucoup plus simple à faire. Mais dans SimPy, on le laisse aller. On lui dit, on fait la multiplication en chaîne. Mais pourquoi on a le droit de faire ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'appliquer ça? Pourquoi? Parce que ici, tout ce que j'ai fait, comme je te dis, j'ai fait une transformation de variable. J'ai dit, ça, c'est ma variable Q. C'est une fonction Q qui est le produit des deux. J'ai le droit de faire ça. Une fonction G, n'importe quoi. OK, donc j'ai fait ma division ici. L'intégrale a été facile. Vous voyez, ça, c'est... Vous allez voir la même chose dans les coordonnées sphériques. Dans les coordonnées sphériques, là, on va voir que R va apparaître au carré. OK, ça va être la même chose. On va faire exactement le même travail. Okay? On les garde parce qu'à la main, ça se résout très très bien. Si vous le faites sur Mathematica, SimPy ou Maple, vous n'avez pas besoin de faire ça. Okay? Mais à la main, c'est tellement simple à faire, on le fait pas. Donc ici, j'ai mon expression pour le taux de tiraillement et j'ai C1 sur R ici. Est-ce que je peux trouver ma première constante? Ça, c'est un test physique. Là, maintenant, il y a des mathématiques un peu partout, de la comptabilité. Maintenant, c'est de la physique. Okay? Le sens physique, là-dedans, comment on l'utilise? Le C1 sur R, c'est quoi? Et C1 va valoir quoi? On peut aller chercher encore les conditions limites avec le cisaillement. Okay. Le cisaillement, okay. À la paroi, il vaut quoi? À la paroi? La conduite, il faut l'accrocher. Tu vois toujours dans toutes les conduites, toujours des accroches, sinon ils vont partir. Donc, à la paroi, il y a du cisaillement. Il y a une place où il n'y a pas de cisaillement. Au centre, parce que la vitesse est maximale au centre. Si la vitesse est maximale, la dérivée est zéro. La dérivée, tu sais que c'est la dérivée, la viscosité, c'est le taux de cisaillement. Donc, en R est égal à 0, taux RZ doit être égal à 0 par le sens physique. Hein? Ça, c'est notre. C'est pas de l'intuition, c'est pas de l'instinct, c'est de l'expérience. On a intégré le sens physique. Okay. Donc, taux RZ égal à. Bon, on met là-dedans, on a l'expression. Ça donne 0 parfait. Ça donne 0 parfait. Ça donne l'infini, pas parfait. Ça donne l'infini à moins que C1 soit égal à 0. Okay. Donc, aussitôt que C1 n'est pas égal à 0, vous allez me dire, si c'est égal à 0, il faut aller voir monsieur l'hôpital et puis faire la dérivée. Mais il n'y a pas d'autre choix. Si on n'est pas égal à 0, ça ne marche pas. Si on est égal à 0, il y a une chance que ça marche. Puis on sait, les conduites, ça marche. Donc, effectivement, vu qu'on a ceci,
que c'est imposé, on doit absolument avoir que C1 doit être égal à 0. C'est un genre de preuve pas par l'absurde, mais c'est une condition que si on ne met pas ça, ça ne marche pas. Et on ne peut pas avoir de force, parce que le taux de cisaillement, ça représente quoi? Ça représente une force sur une surface. Et on ne peut jamais avoir dans un système de physique là, une force infinie ou un flux infini. Et si C1 tendait vers d'autres choses que 0, ben, le flux au centre de la conduite tendrait vers l'infini. Impossible. Donc, ici, c'est une drôle de façon de trouver les conditions limites, mais c'est quelque chose qui arrive de façon dont l'inverse de l'absurde. C'est une preuve un peu par l'absurde. Okay? Mais ça marche aussi. Ce qui marche, c'est tout de ce système. Si ça marche. OK. Oui? On peut trouver le C1 avant de diviser par R. Laisser les appareils. On aurait pu le trouver avant? Là, il aurait peut-être fallu. Avant de diviser, non. Tous les termes sont Avant de diviser, parce que là, j'ai 0 multiplié par tour de cisaillement. Là, j'ai un produit de 0 fois quelque chose que je ne connais pas. Et à droite, j'avais mon C1. Je sais pas. Non, c'est mieux de diviser parce que je travaille. Tu peux peut-être le faire. Parce qu'on sait déjà plutôt 3 est égal à 0. Aussi, donc 0, 0. Ouais. OK? Donc maintenant, je me retrouve avec ceci. OK? J'ai une première expression. Vous voyez tantôt, donc j'ai un profil de taux de cisaillement. Comme tantôt, c'est une droite encore. Hein? Vous voyez, c'est une droite qui part à 0 au centre et qui est maximum à la paroi. Et à la paroi, ce que ça vaut, c'est 0 moins L sur 2L fois grand R plus rho de fois grand R sur 2. Alors, j'ai touché sur 2. Okay? Donc, ça se trouve assez facilement. Le profil est le même. Le profil de taux de cisaillement est une droite exactement comme dans le film de tantôt. Vous voyez, on arrive à des résultats qui sont tout à fait similaires, même si le système physique est complètement différent. Maintenant, on met la loi de Newton là-dedans. Donc, moins mu d sur dr est égal à 2 à z. On met là-dedans. On va avoir une deuxième intégrale à faire, une deuxième équation différentielle à faire. Ce qui va me donner ici. Donc, si je remonte ici, et j'ai un moins, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir d dz sur dr va être égal à moins P0 moins PL sur 2 mu L fois R. Évidemment, tout ça ensemble, plus rho G, en fait moins rho G R sur 2 mu. Alors là, donc ça c'est mon équation différentielle que j'obtiens, la deuxième équation différentielle que je mets en substituant la loi Newton dans la solution de la première équation différentielle. Encore une fois, là, en faisant ça, j'ai supposé un comportement pour mon fluide. Là, j'ai inséré de la physique encore là-dedans, un comportement physique. J'ai dit, mon fluide, là, le taux de cisaillement est relié au taux de déformation des dV sur des ailes par la loi Newton. Donc, je dis c'est un fluide newtonien en mettant ça. Donc, après ça, mon intégrale n'est pas bien plus dure. Vz va être égal à moins V0 moins Vl sur 2 mu L fois R carré sur 2, donc on va avoir un 4 ici. R carré sur 4 mu L moins rho G sur 4 mu, regarde, fois R carré, plus une constante C2. OK? Tu vas faire avec ça? Il reste 20 minutes. Ah, ça passe. OK. Donc, OK. On a notre expression finale. On a notre deuxième constante. Comment on trouve la deuxième constante? Tous ensemble?
condition limite avec la vitesse à la paroi cette fois-là. La vitesse à la paroi est égale à 0, donc en R est égal à 0, C2 va être égal à tout ça avec un C positif, avec un grand R. OK? Mais cette expression-là, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle pourquoi? Ici, j'ai l'effet de pression puis j'ai l'effet de gravité. Je vais essayer de faire quelque chose avec. Je vais essayer de regrouper ça ensemble. Vz va être égal à moins. OK? On a ici P0 moins PL moins plus ρg, tout ça sur 4 mu. OK? Et tout ça, c'est sur 4 mu, mais ici en L, d'accord? Donc, si je veux avoir la même chose, je vais mettre 4 mu L ici et je vais mettre L là. OK? D'accord? Plus, évidemment, tout ça est multiplié par R carré plus C2. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, quand la conduite qui m'amène de l'eau a une certaine pression, moi je ne sais pas si la pression est causée par une pompe ou si elle est causée par un réservoir qui est situé 10 mètres au-dessus. Je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence du, par exemple, 3 atmosphères qui viendraient de 30 mètres de hauteur ou bien d'une pompe. Mécaniquement, là, je ne verrai pas la différence non plus, à moins d'analyser les fréquences de la pompe. Mais ces deux choses-là, en fait, c'est un peu la même chose. La pression qui vient par la gravité dans un système hydraulique, parce que vous connaissez les vases communicants, si je monte un réservoir ici, je vais créer une pression qui est due par la gravité et qui va alimenter mon circuit. Je peux mettre une pompe aussi, ça va faire la même chose. Les réservoirs d'eau de Rock Forest, là, ça aide un peu, ça va y mettre de la pression comme ça. Donc, effectivement, je voudrais essayer de regrouper mes deux pressions, les pressions qui sont causées par la gravité et les pressions thermodynamiques. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais rajouter quelque chose ici. Okay? ρPL et ρGL, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire comme ça. Vz est égal à moins P0 plus ρg fois 0. 0, c'est l'élément absorbant de la multiplication. Donc ça, c'est 0 de l'ajouter. Je peux ajouter 0 à n'importe quelle équation. Plus moins PL. En fait, ça devrait être un signe négatif, ici, que je fais. Je devrais mettre un signe négatif, mais c'est 0. OK? Vu que j'ai ajouté 0, je peux enlever 0. C'est la même chose. Plus PL, plus moins OG. PL, moins PL, plus OG. OK, tout ça divisé par 4 mu F. Et tout ça multiplié par R carré plus C2. C2, vous savez comment calculer, c'est pour ça que je n'ai pas détaillé. Voyez-vous que l'expression que je viens d'écrire, là, c'est la même qu'il y a au-dessus, hein, parce que j'ai multiplié ici par 0. Ça, donc, ce que je fais, j'ai rajouté un terme qui est 0. Et là, ce que je vais faire, c'est ça, ce terme-là, et ce terme-là. En fait, 6 mois. 6 mois. Ouais. Je vais mettre un signe moins là. Oui. OK. En mettant ces parenthèses-là et en distribuant justement le signe négatif-là, voyez ce que je viens de faire, je viens de regrouper ces termes-là. Donc, la pression est là à côté un autre terme qui a exactement les mêmes dimensions, qui correspond à quoi? Qui correspond à la hauteur, dans ce cas-là, la hauteur hydrostatique. Okay, ce qu'on appelle la pression hydrostatique. OGL, vous savez ça? Vous avez ça en physique?
C'est la pression hydrostatique. Rho G fois 0, ben, c'est à position 0. Et ici, Rho GL, c'est à la position F. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, cette pression-là, parce que c'est une pression, je vais aller la réécrire avec un alphabet différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que VZ va être égal à moins P0 moins PL sur 4L multiplié par R carré plus C. Et là, ce que je viens de faire, c'est de cacher à l'intérieur de ce terme de pression-là la pression de pompe et la pression hydrostatique. OK? Donc, ça, ce terme-là, c'est P0. Ce terme-là, c'est PL. C'est quelque chose qui est fait dans tous les livres qui traitent de la mécanique des fluides, parce que justement, on est toujours en avec ça. Cette pression-là, c'est quelle pression? C'est ça la pression d'une pompe, c'est la pression. On veut les mettre ensemble. Et ces deux pressions-là, combinées ensemble, sont la vraie pression totale qui s'exerce sur le fluide. Il y a une différence de fluide. Dépendant de l'orientation. Il y a une différence de pression dans le pipe. Et ça, c'est la pression atmosphérique qui est la plus pareille. Tout le temps. Ouais. Puis, mais c'est pas qui ensemble la différence de pression dans le pipe. Ben, regarde, quand tu fais circuler un fluide, tu vas le faire circuler. Tu peux le faire circuler avec un réservoir qui est placé plus haut, ou tu peux le faire circuler avec une pompe. Dans ton automobile d'essence, elle est circulée pas avec un réservoir placé haut, mais avec une pompe. Si tu passes certains appareils agricoles ou des tondeuses, tu n'auras pas de pompe. Mais si jamais tu viens d'une pompe, ben, c'est là que tu n'auras plus de gaz. Ça va, parce qu'il n'y aura plus de pression pour alimenter. Donc, effectivement, dans la plupart des appareils industriels, il y a une pompe qui fait circuler. Okay? Mais la pompe, ici, pour un circuit hydraulique, les deux sont indiscernables. Et quand tu vas traiter d'écoulement dans une usine, tu vas toujours avoir les deux. Si l'écoulement vient du troisième étage, ben, tu as toute la pression de gravité de 3 étages qui se rajoute à la force de pression de la pompe. Et quand tu remontes, c'est exactement l'inverse. Quand tu remontes, la pression va diminuer. Donc, on va arriver à Bernoulli, on va faire ça à la fin de ce cours. Donc, vous allez voir dans le livre comment on définit cette pression-là et partout, quand vous allez faire des opérations militaires, quand vous allez faire des phénomènes d'échange, partout vous allez toujours voir ce perron-là. Et rappelez-vous que le perron, c'est la somme de la pression thermodynamique et de la pression due à la gravité. À demain!